Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment super contente de vous présenter, de faire la review d'un tarot qui est magnifique, qui est le tarot de Jacques Viéville. Et on voit donc c'était un maître quartier à Paris de 1643 à 1664. Donc ce tarot en fait c'est un facsimilé d'un exemplaire du jeu qui appartient à la Bibliothèque nationale de France. Alors, le tarot de Jacques Viéville, c'est un tarot qu'on a retrouvé complet. Donc, les 78 cartes sont d'origine, hein. Il n'y a pas de cartes qui ont été inventées pour compléter le jeu. Donc, il arrive dans une boîte cartonnée. Et ce sont donc les éditions Civilixi France qui ont publié ce jeu. Vous voyez que dans ce jeu-là, on a un dos traditionnel avec des coins carrés et puis la taille aussi des cartes a été respectée. Donc il y a vraiment un superbe travail qui a été réalisé par ces éditions. D'ailleurs, c'est pas un tarot, on va dire, production de masse, c'est un tarot de collectionneur. Alors, c'est un super beau cadeau qu'on m'a fait. Et avant de commencer à présenter ce tarot, je voulais dire deux mots sur les tarots de Marseille. C'est vrai que quand j'ai acheté mon tarot de Marseille, mon premier tarot de Marseille, il y a 15 ans à peu près, pour moi, tous les tarots de Marseille, c'était à peu près les mêmes. Il y avait des petites couleurs qui différaient. Enfin, de toute façon, je ne m'étais pas trop posé la question. J'avais dans l'idée que c'était des tarots qui dataient du Moyen Âge, parce que il y avait quelque chose d'assez, comment dire, moyenâgeux dans les présentations. Et puis, on avait un côté un peu vitrail dans les illustrations. Voilà. Et en fait, je pensais aussi que c'était ces tarots-là qui étaient les plus anciens. En fait, l'origine était la plus ancienne. En fait, quand j'ai commencé donc à m'intéresser à l'histoire des tarots, j'ai vu que c'était pas du tout le cas et que ces jeux-là, en fait, les premiers jeux, enfin les jeux les plus vieux de ce style-là qui fait un petit peu vitrail, ce sont des jeux qui ont été publiés vers 1650, donc on est au XVIIe siècle. Et on n'est plus du tout au Moyen Âge. Voilà. Les tarots, il y a eu des tarots hein, au Moyen Âge, entre autres le Visconti Sforza, qui lui date on va dire, des années 1450. Mais on est vraiment à la fin du Moyen Âge. Donc on va dire que le tarot, c'est plus une production de la Renaissance, en fait, les débuts du tarot, qu'une production du Moyen Âge. Je vais vous montrer le Visconti Sforza, d'ailleurs il est intéressant parce qu'il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus luxueux et c'est un jeu qui a été réalisé pour une famille noble ou pour des princes. Et donc là, on a plutôt une œuvre d'art, quelque chose fait à l'unité, alors qu'ici, on va avoir des tarots, les mass market, les grandes distributions de l'époque. Et on va donc avoir des systèmes de fabrication qui vont permettre de reproduire les jeux et avec des systèmes de moules gravés et puis des systèmes de mise en peinture aussi, on va dire qui permettent de faire des grandes séries. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'il ne fait pas partie justement des grandes familles de tarot, parce qu'on dit dans le tarot de Marseille, il y a tarot type 1, tarot type 2. C'est pas du tout des choses qui ont été, des types qui ont été créés à l'époque. C'est plutôt des classifications qu'ont donné les historiens d'aujourd'hui. Et celui-là, il rentre dans aucun type. Alors que son petit copain qui a été fabriqué à peu près à la même époque, donc le tarot de Noblet, lui, il rentre dans un type 1. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce tarot d'intéressant? Tout d'abord, on remarque que les arcanes majeurs n'ont pas de titre. Voilà, ça c'est déjà une grosse différence. Après, on retrouve un petit peu comment dire, les classifications, mais on va avoir des choses qui vont être inversées.
Voilà, à partir de... Voilà, par exemple, là, le 7, c'est la justice, alors que d'habitude, c'est le chariot. Ici, le chariot est en 8. En 9, on a la force. En 10, la roue. On a des cartes qui semblent être inversées par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on a le 12, le pendu. Vous voyez qu'il est dans un sens... il évite plutôt de pendre, plutôt que pendre. Voilà, la 13, la mort. Ici, on a une tempérance qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis surtout, on voit les écritures en miroir. Donc, voilà, on a des cartes qui semblent être en miroir. On a un diable de profil avec un visage sur le ventre. Et puis, chose assez étonnante, on va avoir la tour qui en fait s'appelle la foudre, où on a un berger ici, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits moutons. On a un arbre. Ici, pour les étoiles, on va avoir peut-être un astrologue, un astronome. Donc voilà, c'est assez... on le voit avec son compas. Pour la lune, donc on a une lune de face et on a une fileuse. Et puis on a un soleil qui fait plus penser au Rider-Waite, sachant que c'est plutôt le Rider-Waite qui fait penser à ce tarot. Et puis voilà, avec aussi un type 1 au niveau du monde, avec donc une cape et puis les deux jambes droites et non une jambe qui se croise derrière. Donc on n'a pas de titre sur les cartes, par contre on va retrouver ces titres sur plusieurs cartes. Alors c'est du vieux français, aussi à une époque où je pense que l'orthographe ne devait pas être fixée. Donc voilà, le monde, le pape, la papesse, voilà, le soleil. Alors ici on voit Jacques Vieilleville, Paris. Donc vous voyez que aussi les tarots de Marseille ne viennent pas tous de Marseille, loin s'en faut. Alors je vais vous montrer, non je vais vous montrer toutes les cartes parce que c'est magnifique. Alors je trouve, et ça a été une grande surprise pour moi, en fait ces tarots, ces facsimilés, ces tarots anciens, je les trouve extrêmement touchants. Et le fait de savoir que c'est exactement ces images-là que les gens au XVIIe siècle ont eu entre les mains, c'est un petit peu comme si on se plongeait dans l'histoire, comme si on se plongeait au XVIIe siècle. Et il y a quelque chose, il y a un lien qui se crée qui est très différent de ce qui peut se créer dans un tarot moderne. Voilà, j'aime beaucoup la délicatesse, même si comment dire, la pose des couleurs est assez grossière, il y a quelque chose d'assez délicat dans les traits et dans les défauts aussi des cartes. Vous voyez qu'ici, on a une carte qui s'est, par un jeu enfin, je crois que c'est la colle qui est passée à travers, donc on voit qu'il y a une carte d'épée qui a quelque part qui s'est imprimée un peu en fond de cette carte-là. Et c'est un peu comme chez les humains, c'est le fait que ce soit pas parfait, le fait qu'il y ait des défauts qui rend ce jeu aussi touchant et aussi intéressant. Donc, vous voyez encore une autre carte sur ce 2 de coupe. On voit la lune, les étoiles, la foudre, donc qui est l'équivalent de la tour, le prince, la force, voilà, avec une sorte de petite phrase. Les couleurs sont, on a du jaune, on a du bleu, on a du rouge et on a une sorte de vert qui est créé en superposant en fait la couleur jaune à la couleur bleue. On retrouve en fait des choses intéressantes avec des asymétries au niveau des cartes. On a l'impression que toutes les cartes sont pareilles, qu'on a une coupe, deux coupes, trois coupes, quatre coupes. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir,
et comment dire, d'interpréter, c'est les dessins qui vont être produits, la taille, la place que prend la végétation, la forme de la végétation, le placement des coupes, les asymétries, les petites fleurs qui ont l'air d'être des plus, le changement de fleurs d'une carte à l'autre. Vous voyez que là, la coupe va sur la droite, alors qu'on a plutôt l'habitude de voir une coupe qui part sur la gauche. Ici, donc, on a l'as d'épée. Donc c'est pareil, on a la végétation ici, qui devrait être verte, il y a une sorte de vert qui est créé en mettant du jaune et du bleu. Enfin, on a l'impression. J'adore les cartes d'épée, je les trouve splendides. Regardez. Alors bien sûr, le tarot de Marseille, il va demander un peu plus de travail pour se connecter, pour comprendre les mineurs. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans le Marseille, il n'existe pas de livre historique qui nous dit telle carte veut dire telle chose. On n'a pas de traces d'interprétation divinatoire sur ces cartes. Donc après, tout ce que l'on va pouvoir lire dans les livres actuels, ce sont les interprétations des auteurs des livres. Donc, par exemple, le livre La Voix du Tarot de Jodorowsky, enfin, tous les livres que vous allez pouvoir voir, ce sont des interprétations personnelles des auteurs. Ça veut dire aussi qu'à chacun de faire son lien avec le tarot et de créer en fait son propre système d'interprétation qui lui parle. Sachant que, je le redis, hein, les interprétations de tarot, c'est important qu'il y ait quelque chose de fixe au départ, qu'on ne parte pas sur n'importe quoi, mais la synchronicité, pour moi, dans mon système de travail et de croyance, elle ne se fait, enfin le côté mystérieux ne se fait que s'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont fixes. Et donc si on sait déjà comment est-ce qu'on va interpréter les cartes. Donc voilà, ce tarot de Jacques Vieilleville, il me plaît beaucoup parce que d'abord il est unique, il est inclassable. On a des atouts qui ne sont pas numérotés, on a la force qui est numéro 9, l'ermite 11, la justice 7, voilà. Donc on a des inversions. On va avoir la foudre, on va avoir un astrologue au niveau de l'étoile. On a des choses qui sont assez originales et du coup, c'est ce côté un peu mystérieux et touchant et donne envie en fait de s'y plonger et d'aller découvrir ces mystères. Et ces mystères-là, en fait, on ne les connaît pas, personne ne les connaît, même les historiens travaillent dessus, essayent de chercher des liens avec des données historiques. L'auteur de ce facsimilé qui est magnifique a fait aussi un livre qui va avec. Alors je ne l'ai pas encore bien regardé et il a lui fait ses propres interprétations de cartes. Il a exploité en fait les images. Alors dans son livre c'est très intéressant parce qu'en fait il a aussi fait pas mal de vidéos. J'ai plus regardé ses vidéos. Il donne des principes d'interprétation, donc il apprend en fait à regarder. Après, à chacun de voir si ça lui parle ou pas, mais on a vraiment cette idée d'apprendre à regarder. Et je trouve que c'est une des grandes forces du tarot, de ces types de tarot, donc type Marseille, ou enfin on va dire ces types avec un peu ce style graphique, c'est qu'ils apprennent à se poser et à regarder les cartes. Et puis ce sont vraiment des tarots qui nous font plonger dans l'histoire. C'est un tarot qui va titiller un peu notre esprit de curiosité, de découverte. Et puis le travail qui a été réalisé par les éditions Civilixi, c'est vraiment un travail de très grande qualité. C'est voilà, une très belle pièce. Et puis l'auteur Patrick Coq
C'est un passionné, il s'est vraiment passionné pour ce tarot-là, donc il a fait des vidéos, il a fait un petit livre d'explications, s'est plongé dedans et il a mis un peu de sa personne dans ses interprétations, et c'est intéressant, et on sent en fait dans euh, dans ce travail, dans cette réédition, la passion de Patrick Coq, et voilà, donc c'est vraiment chouette. Et je suis super contente qu'on m'ait offert ce tarot, parce que je ne serais pas forcément allée vers des tarots, des facsimilés, je serais plutôt allée vers des tarots redessinés, alors que celui-là, c'est celui qui m'a permis de recontacter ça, de recontacter l'histoire, et d'être touchée par ces morceaux de papier imprimés. Voilà, j'espère que je vous ai fait partager un petit peu mon enthousiasme, et puis cette envie que j'ai de me plonger dans d'autres tarots de ce type-là. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour de prochaines vidéos. Bye bye!